Hello and welcome to another episode of India. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de India and Global Left. Si vous découvrez l'émission, n'oubliez pas de vous abonner. Pensez aussi à devenir membre YouTube, à nous soutenir sur Patreon ou à faire un petit don via le lien dans la description. Mais le minimum que vous puissiez faire, c'est d'aimer et de regarder l'émission. Sans plus attendre, permettez-moi d'accueillir notre invité du jour, Mouin Rabbani. Mouin est un expert de l'Asie de l'Ouest. Mouin, bienvenue à nouveau sur India and Global Left. Mouin, welcome back to India and Global Left. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être à nouveau dans votre émission. Maybe as we speak, we are hearing reports. Peut-être qu'au moment où nous parlons, nous recevons des informations sur la riposte iranienne à la base aérienne d'Al-Udeid au Qatar. Dans l'ensemble, le New York Times, Bloomberg et d'autres médias ont rapporté qu'il s'agissait d'une riposte symbolique. Je me demande comment vous interprétez cela. I wonder how you are reading this. Can we stop for a second? Yes. Pouvons-nous nous arrêter une seconde? Oui, d'accord. Je suis désolé parce qu'il y a ce bruit de cliquetis. Je dois sortir une seconde. Oui. Avez-vous pu l'entendre, ce cliquetis? I don't hear it. J'ai bien peur de ne pas l'entendre. Bien, d'accord, j'espère que ça va l'éliminer. Oui, d'accord, désolé. Voulez-vous recommencer ou dois-je répondre à votre question? No, you can just start. Non, vous pouvez commencer. Nous couperons ce passage au montage. D'accord. Eh bien oui, l'Iran a maintenant lancé une attaque de missiles contre la base aérienne d'Al-Udeid au Qatar. C'est la plus grande base de l'US Air Force au Moyen-Orient et je crois qu'elle sert aussi de quartier général régional du Central Command. Ce que nous savons, c'est que les États-Unis ont évacué, ou en grande partie évacué, cette base aérienne il y a déjà plusieurs jours. Et il y a maintenant aussi des rapports selon lesquels les Iraniens ont informé les Qataris de cette attaque à l'avance. Cela amènerait donc à conclure qu'il s'agissait d'une attaque symbolique de la part des Iraniens, dans laquelle ils ont cherché à éviter de faire des victimes américaines. Nous devons maintenant voir ce qui va se passer ensuite. Les Iraniens considèrent-ils que cela constitue l'ensemble de leur riposte au bombardement massif de l'armée de l'air américaine sur l'Iran? Vont-ils essentiellement déclarer la victoire et rentrer chez eux? Et tout aussi important, comment les États-Unis vont-ils réagir? Vont-ils dire qu'il ne s'agissait que de feux d'artifice inoffensifs et s'en tenir là? Ou vont-ils mettre à exécution leur menace, selon laquelle, si l'Iran répondait de quelque manière que ce soit, il serait attaqué encore plus violemment par les États-Unis? Il y a donc beaucoup de questions sans réponse, car nous ne savons pas si pour les Iraniens, ils considèrent cela comme leur riposte ou comme le début de leur riposte. Et nous ne savons pas si les Américains sont fondamentalement prêts à fermer les yeux et à considérer cela comme une simple piqûre sans conséquence, ou s'ils vont s'en servir comme prétexte pour lancer de nouvelles attaques contre l'Iran. Nous nous concentrons beaucoup sur la relation entre les États-Unis et l'Iran, mais je pense qu'il est également important de noter que cette attaque a bien sûr eu lieu sur le territoire qatari, et que le Qatar est fort aware du Golfe moins hostile envers l'Iran. Alors, les Iraniens ont-ils choisi le Qatar non seulement à cause de la taille de la base américaine qu'ils ont attaquée, mais aussi parce qu'ils estiment que le Qatar, par exemple, en comparaison avec l'Arabie saoudite ou les Émirats arabes unis, et malgré la vive condamnation qatari de l'attaque iranienne, ne va pas s'impliquer activement lui-même. Et une partie du message que les Iraniens espèrent faire passer vise-t-elle à accroître la pression non seulement sur le Qatar, mais sur l'ensemble des États du Golfe, afin qu'ils utilisent leur influence auprès de Washington pour mettre fin à la guerre israélienne contre l'Iran. Car, comme le démontre cette attaque, les conséquences pour ces États du Golfe se rapprochent de plus en plus de chez eux. Donc vous savez, nous parlons d'un événement qui s'est produit à peine une heure avant que nous commencions à parler. Et je dirais que sa signification reste à déterminer.
car il y a encore beaucoup de questions sans réponse concernant les motivations, les prochaines étapes et les réactions potentielles. About motives, about next steps, and about potential responses. Something I found interesting in the Tehran Times. Quelque chose que j'ai trouvé intéressant dans le Tehran Times, c'est qu'ils ont mentionné que l'Iran a lancé cette riposte, alors que le ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, se trouve à Moscou. Excusez-moi, le ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, est à Moscou. Et je pense que il y a beaucoup à analyser sur ce que les Russes doivent vouloir signaler aux Iraniens. Bien sûr, comme vous l'avez dit, tout dépendra finalement de la manière dont les États-Unis réagiront à cela, car les Iraniens ont clairement fait preuve d'une extrême prudence pour ne pas entraîner les États-Unis dans cette guerre. Mon impression personnelle est que la Russie a dû déclarer qu'elle serait prête dans l'éventualité où les États-Unis poursuivraient leurs actions criminelles, étant donné que la frappe a eu lieu, comme je l'ai dit, alors que Abbas Araghchi se trouve à Moscou. Quel est votre avis sur l'action russe? Leur volonté de participer à ce conflit, sachant que les médias occidentaux, le New York Times en particulier, mais aussi Bloomberg et d'autres, ont publié article sur article affirmant que les Russes détournent le regard alors que leur allié se fait malmener par Israël et les États-Unis. Eh bien, un défi persistant auquel sont confrontés les adversaires d'Israël dans la région, certainement l'Iran aujourd'hui, et auparavant divers États arabes comme l'Égypte et la Syrie dans les années 1960 et 1970, et que l'engagement de leurs alliés géopolitiques envers eux a toujours été nettement inférieur à l'engagement occidental envers Israël. Ainsi, nous avons vu, par exemple, au début des années 1970, que les États-Unis livraient toutes sortes d'armes avancées et sophistiquées à Israël, tandis que l'Union soviétique ne fournissait pas à ses clients et partenaires arabes, principalement l'Égypte et la Syrie, des livraisons d'armes d'un niveau comparable. Maintenant, concernant votre question précise, je ferai plusieurs observations. Regarding your specific question, I would make several observations. First of all, as you know, Russia has its hands. Tout d'abord, comme vous le savez, la Russie est déjà largement occupée par sa propre guerre, sa guerre en Ukraine. Deuxièmement, elle cherche à établir une relation de travail constructive avec les États-Unis afin d'atteindre ses objectifs en Ukraine. Troisièmement, dans une perspective plus large, disons géopolitique, il est probable qu'elle ne voit pas d'un mauvais œil que les États-Unis s'enlisent au Moyen-Orient et disposent de moins de pouvoir et de ressources pour contenir la Russie. En même temps, la Russie entretient également de bonnes relations avec Israël. Nous ne sommes donc pas dans une situation de guerre froide où les superpuissances étaient alignées avec l'un ou l'autre des acteurs locaux. La Russie entretient des relations étroites avec l'Iran, mais elle maintient également de bonnes relations avec Israël. Je soupçonne que la Russie incitera l'Iran à la retenue, mais elle pourrait aussi faire savoir à l'Iran qu'il existe certaines lignes rouges au-delà desquelles la Russie ne tolérera pas le comportement israélien, et que certaines lignes rouges, si elles sont franchies par l'Iran, ne bénéficieront pas du soutien de la Russie. On peut ici revenir à la décennie passée, où l'on trouvait d'importantes forces iraniennes en Syrie, ainsi que des capacités russes avancées de défense antiaérienne en Syrie. Et celles-ci n'ont jamais été déployées pour défendre les actifs iraniens en Syrie contre les attaques régulières, presque routinières, de l'armée de l'air israélienne. Je pense donc que nous devrions éviter d'adopter une vision simpliste de la situation, où l'on verrait deux camps opposés alignés avec deux superpuissances rivales. Car contrairement à la guerre froide, il existe ici tout un réseau de relations en jeu. Même un effort concerté des États-Unis, en collaboration avec Israël pour provoquer un changement de régime à Téhéran,
susciterait-il une réaction vigoureuse de la Russie? Je ne suis pas certain que ce serait le cas, car d'un côté, oui, les Russes perdraient un allié important, surtout bien sûr après l'éviction du régime Assad en Syrie, mais ils pourraient aussi y voir une occasion d'affaiblir les États-Unis, qui risqueraient de s'enliser dans un nouveau conflit prolongé au Moyen-Orient. Oui, c'est un point qui m'a également troublé, et je suis certain qu'il ne peut pas être résolu. On a aussi dit à propos de la Chine que cela pourrait ne pas lui déplaire, car étant donné que le commandement du Pacifique a été en partie et de manière significative transféré au commandement central, effectivement un pivot du retour de l'Asie de l'Est vers l'Asie de l'Ouest, cela signifierait que la Chine verrait un certain soulagement. D'un autre côté, bien sûr, la Chine, comme la Russie, serait également inquiète, étant donné que les États-Unis sont en train d'étendre et d'effondrer un ordre mondial international où il y avait au moins un peu de raison, même si ce n'était pas juste. Je pense que, puisque tant de choses dépendent de la manière dont les États-Unis vont avancer, j'aimerais avoir votre avis. Quelle est votre analyse sur ce qui a poussé les États-Unis à bombarder Natanz, Isfahan et Fordo? Oui. Eh bien, avant de répondre à cette question, je voudrais dire un mot sur la Chine, car je ne pense pas que la Chine et la Russie soient tout à fait dans la même situation. La principale différence, bien sûr, c'est que la Russie est activement engagée dans une guerre. De plus, la Russie est le plus grand producteur de pétrole au monde et peut satisfaire son marché intérieur sans dépendre d'aucune importation. La Chine, en revanche, importe la majeure partie de ses approvisionnements énergétiques de la région du Golfe Persique et serait donc très préoccupée par une escalade supplémentaire de ce conflit, en particulier par la fermeture potentielle du détroit d'Ormuz et du détroit de Bab el-Mandeb, ce qui A. aurait un impact sévère sur les importations d'énergie chinoises et B. aurait un impact sévère sur le commerce chinois d'autres biens, notamment avec l'Europe. D'un côté, je pense que la Chine a sans doute plus d'intérêt à une désescalade rapide que la Russie. Mais en même temps, on pourrait aussi soutenir que la Chine entretient une relation plus étroite avec l'Iran que la Russie. Ils ont récemment signé ce partenariat stratégique l'an dernier, je crois, entre la Chine et l'Iran. Une autre différence, c'est que la Chine se sent, à mon avis, bien plus menacée par les États-Unis que la Russie. Donc, elle observera la politique américaine en Iran presque comme un signe avant-coureur de la manière dont les États-Unis pourraient ensuite tenter de contenir et d'affaiblir la Chine, et ainsi de suite. Par ailleurs, la Chine n'a pas seulement signé une relation stratégique avec l'Iran, elle a aussi facilité la normalisation des relations entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Parce qu'ici encore, on a une puissance mondiale qui n'est pas alignée avec un seul État du Moyen-Orient, mais qui possède de multiples alliances. Et l'Arabie saoudite est également un partenaire clé pour la Chine, notamment en ce qui concerne les importations d'énergie. Les Émirats arabes unis représentent une source majeure d'investissements chinois et d'échanges non pétroliers en termes d'importation de produits chinois, tout comme beaucoup d'autres États de la région. Ainsi, on peut à nouveau avancer des arguments solides pour expliquer pourquoi la Chine utiliserait son influence afin d'éviter une escalade supplémentaire de ce conflit. Mais en même temps, la Chine pourrait se montrer plus sensible à toute intervention spectaculaire des États-Unis en Iran que ne le serait peut-être la Russie. Pour répondre à votre question et pour la replacer dans son contexte, je pense qu'au final, il faut croire à l'une de ces deux choses. Soit vous pensez que l'administration Trump est entrée en fonction en janvier de cette année, avec la ferme intention de reprendre et d'intensifier la politique de pression maximale qu'elle avait instaurée lors du premier mandat Trump,
et qu'elle était déterminée à provoquer une confrontation militaire avec l'Iran. En d'autres termes, ce que nous voyons aujourd'hui était prévu depuis le début. Tout cet engagement diplomatique et ces négociations n'étaient rien d'autre que perfidie, tromperie, une ruse destinée à endormir les Iraniens dans un faux sentiment de sécurité pendant qu'une attaque militaire était préparée contre eux en coordination avec Israël. L'explication alternative, et celle que je trouve plus crédible pour être franc, est qu'il y avait une différence fondamentale dans la région lorsque la seconde administration Trump est arrivée au pouvoir par rapport à 2017. À l'époque, il existait un alignement très étroit entre les États-Unis, Israël et les États arabes conservateurs concernant la politique vis-à-vis de l'Iran. Tous voulaient voir l'accord nucléaire iranien dénoncé et abrogé. Tous voulaient voir l'Iran affaibli et encore plus isolé. Ils étaient tous des partisans enthousiastes de la politique de pression maximale et tous, idéalement, voulaient également un changement de régime à Téhéran. Ce qui s'est passé entre-temps, c'est que notamment les États arabes conservateurs en sont venus à la conclusion que le coût des politiques qu'ils soutenaient était prohibitif. Ils l'emportaient largement sur les avantages, et dans toute confrontation militaire, ils seraient en première ligne et paieraient un prix exorbitant. Cette leçon a été apprise en partie à cause de l'augmentation des attaques de missiles et de drones Houthis depuis le Yémen vers l'Arabie saoudite et également vers les Émirats arabes unis, ainsi que de l'attaque sophistiquée de drones et de missiles iraniens contre les installations absolument vitales d'Aramco dans l'est de l'Arabie saoudite. Ainsi, alors que tout le monde parlait de l'importance pour les États arabes de normaliser leurs relations avec Israël, ce que l'on a en réalité observé, c'est l'Arabie saoudite, précédée par les Émirats arabes unis, normaliser ses relations, rétablir des liens diplomatiques et ainsi de suite avec l'Iran. Non pas par amour l'un pour l'autre, mais parce que ça servait au mieux leurs intérêts. Et lorsque Trump est arrivé au pouvoir, ils encourageaient en fait les États-Unis à privilégier la diplomatie plutôt que le conflit militaire avec l'Iran. Pour ma part, je pense que lorsque Trump a envoyé sa lettre au guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, puis a annoncé des négociations avec l'Iran en présence du premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, assis sagement à ses côtés, les Américains étaient sérieux. Ils voulaient véritablement explorer la possibilité d'une résolution diplomatique de leurs différends, de leur conflit, si l'on veut, avec l'Iran. Et je crois que les Iraniens étaient tout aussi sérieux quant à l'engagement. Ce qui a rendu les Iraniens sérieux cette fois-ci, ou plutôt, la raison pour laquelle les Iraniens ont estimé qu'il était approprié de prendre les Américains au sérieux après que ces mêmes Américains sous Trump avaient unilatéralement renoncé et rejeté l'accord nucléaire iranien, laissant l'impression qu'il était une personne totalement indigne de confiance, c'est que cette fois-ci, les Américains ont mis la levée des sanctions principales sur la table, et cela était absolument vital pour les Iraniens. Deuxièmement, les Américains ont également précisé que leur ligne rouge était que l'Iran ne posséderait pas et ne pourrait jamais posséder une arme nucléaire. Et cela était une exigence américaine que les Iraniens étaient prêts à accepter. Pour les Iraniens, la ligne rouge était qu'ils ne renonceraient pas aux droits qu'ils détenaient déjà en vertu du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, à savoir l'enrichissement de l'uranium à faible teneur à des fins exclusivement civiles sur leur propre territoire. Et entre ces deux lignes rouges, il semblait que nous nous dirigions de plus en plus vers une convergence. Ce qui s'est alors passé, à mon avis, c'est qu'une coalition s'est formée, composée d'Israël, des partisans d'Israël au sein de l'administration américaine, du Congrès américain, des médias américains, et plus largement aux États-Unis,
ainsi que des faucons anti-Iran favorables à la guerre aux États-Unis. Anti-Iran warhawks in the United States. This coalition came together and successfully. Cette coalition s'est formée et a réussi à convaincre Trump et son émissaire, en l'occurrence son secrétaire d'État, Steve Mnuchin, aucun des deux n'étant particulièrement brillant, aucun n'ayant une compréhension sophistiquée du Moyen-Orient, et aucun ne connaissant pratiquement rien à l'Iran, à son histoire ou à sa politique. Trump et Mnuchin ont été persuadés par cette coalition qu'il était réaliste d'exiger de l'Iran qu'elle renonce à ses droits dans le cadre du TNP. En d'autres termes, d'exiger que l'Iran accepte de ne pas enrichir d'uranium, même à des niveaux très faibles d'enrichissement, à des fins exclusivement civiles sur son propre territoire. Cela leur a été présenté comme un objectif réaliste. Les Iraniens, bien sûr, ont rejeté cela d'emblée et ont essentiellement accusé les États-Unis de changer les règles du jeu et de formuler des exigences irréalistes. Mais ils ont continué à négocier. Ensuite, la même coalition, à mon avis, a réussi à convaincre Trump qu'une attaque militaire israélienne contre l'Iran, qui, dans ses phases initiales, ressemblerait beaucoup à la frappe de décapitation qu'Israël a lancée contre le Hezbollah au Liban l'année dernière, si elle était approuvée par les États-Unis, affaiblirait considérablement l'Iran, mettrait l'Iran à genoux et donnerait aux États-Unis un levier extraordinaire dans les négociations, leur permettant, en gros, de forcer les Iraniens à accepter tout ce que les États-Unis voulaient. Ainsi, la guerre israélienne contre l'Iran a été présentée aux États-Unis non pas comme une guerre pour un changement de régime, mais comme une tactique de négociation, une frappe courte, rapide et réussie qui améliorerait considérablement la position de négociation des États-Unis. Et Trump est tombé dans le piège. Encore une fois, nous n'avons pas affaire ici à un génie particulièrement stable. Et je pense que plus récemment, la même coalition a réussi à convaincre Trump qu'il devait s'impliquer, car une frappe aérienne massive des États-Unis sur ces 3 installations nucléaires iraniennes, une seule frappe, et c'est fini, c'est ce qu'on entendait sans cesse, mettrait essentiellement fin à la résistance iranienne. Et que si Trump ne le faisait pas, il paraîtrait faible, etc. On a même vu les dirigeants démocrates accuser Trump de faiblesse face à l'Iran. Et lorsqu'on a affaire à ce qui est sans doute le narcissique le plus accompli du monde, l'accuser de faiblesse n'est certainement pas ce qu'il veut entendre. Ainsi, selon moi, cette coalition avait la guerre contre l'Iran à son programme dès le départ. N'oublions pas qu'au début, il parlait sans cesse du soi-disant scénario libyen. La guerre contre l'Iran figurait à leur agenda dès le début. Et une fois que la guerre est devenue une option réaliste, ses objectifs ont toujours été, au minimum, un changement de régime et idéalement, l'effondrement de l'État. Mais en présentant ces différentes mesures à Trump, non pas comme des actions qui entraîneraient inévitablement les États-Unis dans un conflit militaire prolongé au Moyen-Orient, à la manière de l'Irak, mais comme des initiatives brèves, décisives et couronnées de succès qui amélioreraient la position de négociation de Washington et mèneraient à la résolution négociée que Trump affirmait vouloir, je pense que c'est ainsi qu'ils ont réussi. Mais maintenant, les discussions sont interrompues et cela soulève la question. Quelle est la porte de sortie? Parce que si les Américains pensaient que d'un côté, ils pourraient bombarder et de l'autre, utiliser cela comme une tactique de pression pour forcer l'Iran à renoncer à son droit à l'enrichissement à des fins pacifiques et peut-être même à abandonner ses missiles balistiques. Alors, comme le disent les Européens, si les négociations sont effectivement closes, quelle est la solution? Parce que je ne vois pas comment les Européens pourraient être des négociateurs. Ils répètent les mêmes absurdités à l'infini. Les Russes ne seraient pas acceptés par les Américains.
Et les Iraniens sont clairs. Tant que les bombardements ne cessent pas, ils ne parleront pas. Et même si les Américains arrêtaient les bombardements, il me semble que les Israéliens ne sont pas du tout disposés à le faire. Tout au long de la journée, ils ont intensifié leurs bombardements partout. Cela signifie donc que nous sommes dans une situation très dangereuse. Oui, c'est exactement là où nous en sommes. Et les enjeux ont été relevés. Je veux dire, vous savez, les Israéliens et leurs alliés à Washington ont Trump exactement là où ils le veulent. L'exigence américaine n'est plus seulement le démantèlement total de l'ensemble du programme nucléaire iranien, mais aussi le démantèlement total de l'ensemble du programme de missiles balistiques iranien. En gros, le démantèlement total de tout ce que l'Iran pourrait un jour utiliser non seulement pour attaquer quelqu'un d'autre, mais aussi pour se défendre contre une attaque israélienne ou américaine à l'avenir. Et cela, bien sûr, est inacceptable pour l'Iran, non pas parce qu'ils sont des fanatiques religieux, ou parce qu'ils sont chiites, ou parce qu'ils sont des ayatollahs, ou pour toutes les autres raisons absurdes que l'on entend, mais parce qu'aucun État, aucun régime sain d'esprit, n'acceptera jamais d'être à genoux devant un hégémon régional et mondial. On pourrait soutenir que si les États-Unis reprenaient leurs esprits, ordonnaient à Israël de cesser ses attaques et envoyaient des messages aux Iraniens indiquant qu'ils acceptent les droits de l'Iran dans le cadre du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, cela pourrait ouvrir la voie à une reprise éventuelle des négociations et à un accord. C'est une très belle idée, et je pense qu'elle serait couronnée de succès, mais je crois que nous sommes arrivés à un stade où cela relève du vœu pieux. Je pense que le changement de régime en Iran s'impose de plus en plus comme le fil conducteur du débat pour Israël et ses alliés, et qu'en conséquence, nous risquons d'assister à une escalade continue. Je pense que les Russes, étant donné qu'ils entretiennent de bonnes relations à la fois avec les Iraniens et les Israéliens, et que Poutine a parlé aussi bien avec les Iraniens qu'avec les Israéliens et bien sûr avec les Américains, pourraient jouer ce rôle de médiateur. Mais les Iraniens ont déclaré qu'il n'y aurait aucune négociation avant la fin des attaques israéliennes sur le territoire iranien. Pas de négociation ne signifie pas qu'il n'y a pas de discussion sur la manière de mettre fin au conflit, par opposition à des négociations sur... Mais encore une fois, selon moi, nous avons dépassé ce stade car les Israéliens visent désormais un changement de régime et ne vont pas lâcher prise. Et je pense qu'il est également important de garder à l'esprit les motivations d'Israël pour cette guerre. Israël est la seule puissance nucléaire de la région et en grande partie a lancé cette guerre afin de préserver son monopole sur la possession d'armes nucléaires au Moyen-Orient. Une autre raison importante pour laquelle Israël est entré en guerre est qu'il considère l'Iran comme la tête de la pieuvre, comme il le dit, de l'axe de la résistance, et estime que ses efforts pour affaiblir et détruire l'axe de la résistance, les différentes tentacules, comme les Israéliens les appellent, le Hamas, le Hezbollah, etc., ne seront pas achevés tant qu'il n'aura pas écrasé la tête de cet axe en Iran. Ainsi, pour qu'Israël mette fin à cette campagne militaire avant d'avoir atteint ses objectifs, cela serait perçu par les Israéliens comme une défaite, comme un échec à mettre en œuvre leur nouvelle doctrine de sécurité, qui ne consiste plus seulement à dissuader les adversaires par la possession d'une force écrasante, mais à déployer cette force écrasante pour éliminer toute menace réelle, potentielle ou émergente à leur sécurité nationale. Donc, je ne pense pas qu'Israël puisse s'arrêter. Bien sûr, il ne suffirait que d'un coup de téléphone de Washington pour qu'il s'arrête. Mais dans les circonstances actuelles, je ne vois pas ce coup de téléphone arriver. D'autant plus qu'Israël, ses partisans et les faucons aux États-Unis continuent de marteler ce message à Trump, à savoir que s'il arrête, il paraîtra faible.
les gens se moqueront de lui. En fait, on parle d'un enfant qui ne veut pas être ridiculisé par ses camarades de classe. Le méga-mouvement aurait-il une quelconque importance pour faire pression sur Trump afin qu'il n'escalade pas davantage? Ou n'était-ce qu'une mise en scène de toute façon qui aurait déjà capitulé? Non, je pense que c'est une très bonne question, car il est intéressant de noter que dans la période précédant cette guerre, l'opposition la plus significative ne venait pas de la gauche, certainement pas de la direction du Parti démocrate, mais de l'intérieur du camp MAGA. Ce sont des noms que je ne connais pas vraiment, mais je suis sûr que vous l'avez également remarqué. Il y a une véritable guerre civile virtuelle au sein du Parti républicain, au sein du mouvement MAGA à ce sujet, car il existe une division très nette entre les non-interventionnistes et les interventionnistes. En ce qui concerne la gauche, oui, elle peut être très attachée à ses principes dans son opposition aux guerres étrangères illégales, mais son influence aux États-Unis est certainement extrêmement marginale et limitée. Je pense que le problème avec l'opposition à cette guerre au sein du Parti républicain et du mouvement MAGA, c'est que Trump a transformé le Parti républicain en un culte de la personnalité. Et lorsqu'on a affaire à un culte de la personnalité, les gens peuvent s'opposer à une décision que le chef du culte n'a pas encore prise. Mais une fois que cette décision est prise, il devient beaucoup plus difficile de continuer à s'y opposer. Car cela revient alors à remettre en question le caractère sacré du chef du culte. Donc, mon intuition, et ce n'est qu'une supposition, c'est que l'influence des voix anti-guerre au sein du culte MAGA républicain va être considérablement réduite maintenant que Trump a effectivement pris la décision d'entrer en guerre, car on n'oppose plus à la guerre, on s'oppose à Dieu. Autrement dit, à Trump. Oui, nous avons déjà vu des voix comme Steve Bannon et même Tucker Carlson, dans une certaine mesure, capituler. Steve Bannon a dit que si le président Trump peut nous expliquer qu'il y a une justification à ce bombardement, alors nous le soutiendrons. Mais tant que nous ne voyons pas la justification, nous nous y opposerons. Et je pense que c'est ma principale critique du mouvement MAGA en ce qui concerne la guerre. Je veux dire, bien sûr, ils sont terribles. Ils ont pas peur de ça, Joe Frisp. Oui, exactement. Donc l'argument, c'est que tant que cela ne sert pas les intérêts américains, nous nous y opposons. Mais qu'en est-il si cela sert les intérêts américains? Je veux dire, l'idée de la guerre ne peut pas se réduire à ce principe selon lequel il ne s'agirait que de l'intérêt d'une seule nation. Désolé de vous interrompre, mais c'est ça le mouvement MAGA, vous savez, l'Amérique d'abord. Et donc, une grande partie de l'opposition à cette guerre vient du fait que nous avons voté pour l'Amérique d'abord. Pourquoi mettons-nous maintenant Israël en priorité et plaçons-nous les intérêts d'Israël avant ceux de l'Amérique, au prix du sang et des ressources américaines? Beaucoup dépendra aussi de ce qui va se passer. Vous savez, Trump sera-t-il confirmé dans ses affirmations selon lesquelles il a complètement anéanti le programme nucléaire iranien, que les Iraniens n'oseront pas riposter contre les États-Unis, et que s'ils le font, l'Iran sera anéanti avec son programme nucléaire? Ou bien assisterons-nous à une descente progressive vers une guerre régionale, et ainsi de suite? Toutes ces choses, je pense qu'il est trop tôt pour le dire. Mais l'autre point, bien sûr, c'est qu'une compétence dans laquelle Trump excelle vraiment, c'est qu'il est un démagogue de classe mondiale, hautement accompli. Donc toutes ces personnes, Tucker Carlson, Steve Bannon et tous les autres, n'ont aucune chance face à lui dès qu'il les prend pour cible. Je veux dire, regardez ce qui est arrivé à Tulsi Gabbard. Un claquement de doigts de Trump,
Et elle a changé chacune de ses opinions en, je crois, 6 heures et demie. Personne sur Terre n'est plus convaincu que l'Iran possède déjà des armes nucléaires que Tulsi Gabbard. Pourquoi? Parce qu'elle a reçu un appel du culte de la personnalité. Et il ne faut pas oublier J.D. Vance dans le câble divulgué où il s'opposait au bombardement du Yémen. Précisément. Mais le lendemain, il dit « ça me va ». Pour ajouter encore un point ici, il est aussi important de souligner que déterminer si une guerre est dans l'intérêt de l'Amérique ou non est une chose extrêmement ambiguë. Ce n'est pas comme 2 plus 2 font 4, parce que les Lindsey Graham et tous les néoconservateurs, le lobby sioniste, ils peuvent faire le même argument selon lequel cela est dans l'intérêt des États-Unis. Donc les principes ne sont pas remis en cause. Et c'est là que l'on voit que les libertariens, au contraire, sont relativement plus cohérents. Les Scott Horton, Dave Smith et d'autres, parce qu'au moins, ils ont une opposition de principe à la guerre. Et donc ils ont pu maintenir leur cohérence. Mais le mouvement MAGA est extrêmement faible parce que sa fondation est très fragile. Et on peut faire valoir que c'est dans notre intérêt. D'accord, je pense. Si je peux juste faire une remarque à ce sujet, je suis entièrement d'accord avec vous. Et bien sûr, vous savez, l'intérêt national est une notion subjective. Ce que je peux considérer comme absolument vital pour l'intérêt national, vous pouvez, avec la même conviction, estimer que cela mettrait mortellement en danger l'intérêt national. Et l'autre point que je voudrais soulever, c'est que si l'intérêt national tel qu'il est interprété par vous, par moi ou par n'importe qui, constitue une justification légitime pour entrer en guerre, cela signifie que n'importe quel État, n'importe quel mouvement, qui décide qu'il a un intérêt national légitime à faire la guerre, peut prendre cette décision et la mettre en œuvre sans aucun égard pour les normes et règles censées réguler ces situations. C'est précisément pour cette raison que le même mouvement MAGA est tellement convaincu de la guerre contre l'immigration, car elle est également formulée dans le même langage. Il s'agit de sécurité nationale, d'une menace nationale. Nous faisons face à une invasion et ils sont totalement en phase avec cela. En fait, c'est leur création, c'est la création du MAGA, la guerre anti-immigration. Je voulais vous demander d'expliquer un peu à notre public à quel point cela peut être déstabilisant pour l'Asie de l'Ouest. Et je pose cette question parce que très souvent, les Américains n'ont aucune idée de ce qu'est le Moyen-Orient. Très peu de gens comprenaient qu'il y aurait une insurrection contre les États-Unis en Irak, après que les Américains soient entrés sans combat et aient renversé Saddam Hussein. Et toute l'histoire de Daesh et d'Al-Qaïda, personne ne l'avait prédite, car apparemment, beaucoup de responsables ignoraient même l'existence des chiites et des sunnites. Et ce sur quoi nous marchons est un terrain très dangereux, car même les bases en Syrie, par exemple les bases de Khasrok, il y a des bases partout en Asie de l'Ouest, et elles sont en état d'alerte maximale. Si l'Iran est contraint de riposter, ces nations ne sont pas très amicales, et cela peut déborder. Elles ont des démographies très, très complexes. Il y a de nombreux groupes, tout le monde ne s'apprécie pas. Les gouvernements ne sont pas très stables, ils ont été déstabilisés très récemment. Pourriez-vous nous donner une idée de ce que nous risquons en Asie de l'Ouest en aggravant ce conflit? Eh bien, il y a plusieurs enjeux ici. Tout d'abord, l'Iran est bien plus puissant que ne l'était l'Irak. L'Iran est beaucoup plus vaste géographiquement que l'Irak. L'Iran a une population bien plus importante que celle de l'Irak. Et je soupçonne que beaucoup de vos téléspectateurs auront vu cet extrait de l'interview de Tucker Carlson avec Ted Cruz et auront appris que l'Iran compte plus de 90 millions d'habitants, environ la moitié de la population iranienne,
Wittemberder atro de Chortsun and two Terrentace they inform Bortud, Azeri, Kurd, Balut Tjord, Habnelling. Kurds, Arabs, Baluchis, and so on. Now, that doesn't mean that Cela ne signifie pas que les personnes appartenant à une certaine secte religieuse ou à un groupe ethnique ont leur loyauté première envers cette secte ou ce groupe. C'est une erreur qui est fréquemment commise. Le guide suprême de l'Iran, Khamenei, est, je crois, azéri. Et le président actuel de l'Iran, si je prononce correctement, est kurde. Donc l'idée selon laquelle, parce que vous êtes kurde ou arabe ou autre, et sunnite ou chiite, cela détermine forcément votre loyauté ou vos opinions politiques, je pense que c'est une erreur que commettent trop souvent les personnes qui ne comprennent pas la région. Une erreur qui n'est pas seulement dangereuse pour elle-même, mais qui a aussi des répercussions catastrophiques au Moyen-Orient. Je veux dire, regardez simplement l'Irak et l'autorité provisoire de la coalition, qui a cherché à organiser l'autorité provisoire de la coalition, le premier gouvernement d'après-guerre établi par les Américains au début de leur occupation en 2003, où pour la première fois dans l'histoire de l'Irak, les postes ministériels ont été répartis en fonction de l'ethnie ou de l'appartenance religieuse de leurs membres. Mais ce sont nous qui sommes sectaires, pas les Américains. Et deuxièmement, l'Iran occupe une position géographique stratégique, non seulement dans le Golfe Persique, mais aussi par rapport à l'Asie du Sud. Il partage également une frontière avec le Pakistan. D'après ce que je comprends, elle entretient également des relations assez étroites avec l'Inde. L'Iran se trouve donc déjà dans deux régions comptant 3 puissances nucléaires. On parle souvent d'Israël, mais bien sûr, l'Inde et le Pakistan, à l'Est, sont aussi des puissances nucléaires. Comme nous l'avons vu avec les attaques d'aujourd'hui contre la base américaine au Qatar, et si j'ai bien entendu les informations avant que nous commencions à parler, contre des bases américaines en Irak également. Et surtout si ces attaques s'étendent, cela pourrait devenir un conflit qui embraserait toute la région. Si et comment cela se produira, bien sûr, reste à voir. Mais regardons l'Irak. Après la chute du régime baathiste de Saddam, une insurrection s'est développée en Irak. Cette insurrection s'est finalement étendue à l'Arabie Saoudite, l'insurrection d'Al-Qaïda en Arabie Saoudite. Elle s'est également étendue, dans une certaine mesure, à l'Iran. Puis après 2011, elle s'est propagée en Syrie. L'émergence de l'État islamique, de son soi-disant califat, de son règne génocidaire, etc., ne peut être comprise sans faire d'abord référence à l'invasion illégale, à l'occupation et à la destruction de l'Irak et de sa société en 2003. Il existe un lien absolument organique entre l'initiative de changement de régime en Irak, qui, rappelons-le, était censée être une simple formalité, et une décennie plus tard, l'émergence de l'État islamique. Je veux dire, les gens s'attendent souvent à des résultats et des répercussions immédiats, instantanés. Ce n'est généralement pas ainsi que le monde fonctionne. Ces choses prennent du temps à germer, à se développer, et ainsi de suite, mais elles finissent absolument par se matérialiser tôt ou tard. Donc encore une fois, puisque nous sommes en plein milieu, peut-être au début, peut-être plus près de la fin de cette guerre, il est bien sûr très difficile de prédire avec précision quelles seront ces répercussions régionales et où elles se produiront. Mais nous pouvons être absolument certains qu'elles arriveront et qu'elles seront d'autant plus graves et lourdes de conséquences que ce conflit persistera, tant pour l'Iran et sa société que pour la région dans son ensemble. Oui, je voulais que vous nous en parliez, parce que bien souvent, les enjeux ne sont jamais annoncés. Et nous parlons littéralement, en prenant l'exemple de l'Irak, de millions de personnes.
Souvent par exactement les mêmes personnes qui nous ont vendu la guerre en Irak il y a 25 ans, en nous assurant que nous n'avions absolument aucune raison de nous inquiéter et que la seule raison pour laquelle nous pouvions éventuellement nous opposer à une guerre contre l'Irak était parce que nous étions loyaux envers Saddam Hussein et les baathistes. Et ils utilisent le même manuel. Le New York Times publie des rapports sur les droits de l'homme concernant l'Irak, un système carcéral en Iran où des dissidents sont emprisonnés. Israël est en train de le bombarder, comme s'il n'y avait pas de prison ailleurs. Et le timing est très important. Bref, j'ai 2 questions rapides, donc c'est juste votre temps, selon à quel point vous êtes occupé. En parlant de changement de régime, j'ai reçu l'ambassadeur Chas Freeman dans mon émission, et il a dit qu'un changement de régime pourrait avoir lieu, mais pas là où les gens en parlent. Il pense que le changement de régime pourrait finalement se produire en Israël. Quel est votre avis sur cette déclaration? Je ne sais pas si par changement de régime, il entendait le remplacement de Netanyahou ou quelque chose de plus fondamental. Je suppose qu'il parle de la chute de Netanyahou. Son explication était que la société israélienne est devenue extrêmement divisée. Même si, pour l'instant, la guerre fait que tout le monde se rassemble derrière le drapeau, en réalité, les divisions sont très marquées. C'est ce qu'il voulait dire. Eh bien, je comprends tout à fait son point de vue. Ce que je dirais, c'est que je pense qu'Israël est désormais devenu dépendant de la guerre. Et il est vrai que la guerre permanente, sert les intérêts personnels de Netanyahou. Mais je ne pense pas que l'état de guerre permanent d'Israël soit dicté par les intérêts personnels de Netanyahou. Parce que si c'était le cas, il faudrait croire que toute cette société, toute sa classe politique, tout son état-major militaire, toute sa direction de la sécurité, sont entraînés de force contre leur gré dans ce projet de plusieurs années qui conduit à ce que des villes israéliennes soient bombardées par des missiles lourds à des victimes. Et tout le reste, en sachant pertinemment que la seule raison pour laquelle ils font cela est de servir un dirigeant qu'ils pourraient très facilement remplacer. Je n'y crois pas. Je pense que cela reflète de plus en plus la base idéologique de l'État, ainsi que le besoin pour l'État de remodeler fondamentalement l'environnement sécuritaire d'une région entière afin de la dominer pendant une génération, et la conviction qu'il peut y parvenir. En d'autres termes, cela est dicté par des motifs stratégiques, politiques, etc. Et dans une certaine mesure, j'en suis sûr, aussi par des décisions que le dirigeant peut prendre dans son propre intérêt, mais c'est parce qu'elles coïncident avec ces motifs plus larges que je viens de décrire. C'est un fait établi, et je pense que c'est ce que l'ambassadeur Freeman voulait dire, qu'au moment où Israël sera contraint de s'arrêter, c'est-à-dire qu'il recevra un appel de Washington, toutes ces contradictions remonteront à la surface et les jours de Netanyahou en tant que Premier ministre seront comptés. Je pense que c'est vrai. Cela aurait été encore plus vrai il y a 1 ou 2 ans. Dans quelle mesure cela reste applicable dans l'environnement actuel, où Israël est tellement polarisé qu'on peut imaginer le gouvernement actuel prendre des mesures radicales pour rester au pouvoir et y parvenir. C'est une question ouverte. Mais je pense que le raisonnement est assez solide. Ma dernière question est à la fois amusante et sérieuse. Vous avez mis en ligne une vidéo de Destiny donnant des sermons à des personnes qui, je suppose, étaient en train d'être incorporées dans les rangs de la Tzahal. Si vous pouviez nous expliquer de quoi il s'agissait. Je pose cette question en partie
pour apporter un peu d'humour en ces temps difficiles, mais aussi pour ne pas oublier la Palestine et ce qui s'y passe. Car une grande partie de l'escalade de la guerre vise à détourner l'attention à un moment où même les Européens commençaient à critiquer la tentative de nettoyage ethnique de Netanyahou. Et je pense qu'il a réussi, car beaucoup d'attention a été détournée. Donc, terminez en nous donnant des nouvelles de la Palestine. Eh bien, merci de poser la question et permettez-moi d'exprimer un léger désaccord avec vous, car je ne pense pas que détourner l'attention de la Palestine, en particulier du génocide dans la bande de Gaza, ait été un motif important pour Israël dans l'attaque contre l'Iran. L'objectif était de maintenir le monopole nucléaire d'Israël et de remodeler l'environnement stratégique du Moyen-Orient. Le choix du moment a été dicté par la nécessité de faire échouer la diplomatie américano-iranienne avant qu'elle ne réussisse. En ce qui concerne Gaza, la raison pour laquelle je ne suis pas convaincu qu'il s'agissait d'une guerre pour en détourner une autre, c'est que oui, vous avez raison. Nous avons commencé à voir des déclarations importantes venant d'Europe. Les Britanniques ont suspendu les négociations pour un accord de libre-échange avec Israël. Ils ont sanctionné 2 ministres israéliens de haut rang et ont clairement indiqué que ces sanctions étaient imposées en raison de ce que ces ministres disaient plutôt que de ce qu'ils faisaient. L'Union européenne a lancé un examen de l'article 2 de son accord d'association avec Israël. En résumé, il s'agit de vérifier si Israël respecte ses obligations en matière de droits de l'homme, ce qui lui donne droit à divers privilèges commerciaux et autres au sein de l'Union européenne, ou si cet accord doit être suspendu. Je ne vais pas rejeter ces mesures d'emblée. Je ne vais pas dire qu'elles sont dénuées de sens ou insignifiantes, mais ces mesures étaient en elles-mêmes une sorte de diversion. Je veux dire, lorsque les Britanniques ont sanctionné 2 ministres à cause de ce qu'ils ont dit, plutôt qu'à cause des politiques qu'ils mettent en œuvre, cela franchit un seuil, mais cela soulève aussi des questions. Pourquoi ne sanctionnez-vous pas les politiques, étant donné qu'ils travaillent pour quelqu'un qui est un fugitif international recherché par la justice, parce qu'il est un criminel de guerre inculpé? Pourquoi n'avez-vous rien dit à son sujet? Pourquoi rien sur l'État qui met en œuvre toutes les politiques dont vous prétendez vous préoccuper? Pourquoi continuez-vous à livrer des armes à Israël? Pourquoi continuez-vous à effectuer régulièrement des survols de renseignements au-dessus de la bande de Gaza afin de fournir des informations vitales à l'armée israélienne pour qu'elle puisse perpétrer plus efficacement un génocide? Et de même, pour les Européens, vous savez, cet accord d'association a 25 ans. L'expansion des colonies a commencé dès que l'encre de cet accord a séché. Il y a eu toutes sortes de violations des droits de l'homme. Elles ont été minutieusement documentées. C'est un état d'apartheid. Tout le monde le sait et tout le monde l'a documenté. Essayez-vous vraiment de me convaincre que pendant 25 ans, vous n'avez pas été en mesure de déterminer si Israël respectait ou violait ses obligations en matière de droits de l'homme? Et si, au cours des 25 dernières années, vous n'en aviez aucune idée, comment allez-vous soudainement le découvrir maintenant? Sommes-nous vraiment censés vous prendre au sérieux lorsque vous dites « envisagez de suspendre cet accord » ou même certaines parties de cet accord en réponse à un génocide, alors que vous avez systématiquement fait semblant d'ignorer l'existence de l'apartheid, de la torture, de l'expansion des colonies, et ainsi de suite. Donc, sans trop prendre de votre temps, le point que j'essaie de souligner, c'est qu'il n'y avait en réalité pas tant de pression qui aurait nécessité qu'Israël détourne l'attention. L'impunité est restée un pilier central de la politique étrangère occidentale. L'impunité israélienne est restée un pilier central de la politique étrangère occidentale. Il n'y avait absolument aucun risque de mesures
qui auraient pu menacer la capacité d'Israël à poursuivre son génocide ou l'obliger à mettre fin à son effort militaire. Et donc oui, la guerre a eu l'avantage supplémentaire de détourner l'attention de la Palestine et en particulier du génocide dans la bande de Gaza. Mais ce n'était pas tant un motif qu'un bénéfice collatéral, si vous voulez. Et bien sûr, en attendant, nous continuons d'assister à ces massacres quotidiens horribles dans ces zones de mise à mort conçues pour Israël par le Boston Consulting Group et gérées par la Fondation de l'Holocauste de Gaza, où des dizaines de personnes sont délibérément fauchées chaque jour, pour la seule raison qu'elles sont désespérées. Elles essayent d'entrer dans ces zones de mise à mort pour accéder à l'aide humanitaire dans le cadre d'un plan d'Israël conçu par le Boston Consulting Group, ce qui doit être rappelé à chaque fois que cela est mentionné, pour déplacer et remplacer les organisations internationales d'aide, l'ONU et d'autres, afin qu'Israël puisse s'emparer du contrôle total des ressources vitales nécessaires à la vie, les transformer en armes et les utiliser pour anéantir la vie. Concernant Destiny, que certains suggèrent désormais de rebaptiser complicité, je veux dire, imaginez, ce type explique à des soldats israéliens, si vous allez commettre des crimes de guerre, si vous allez vous déguiser avec la lingerie de femme dont vous avez pillé la maison et que vous avez peut-être tué, etc., si vous pensez que c'est acceptable de faire ça, je ne vous dis pas de ne pas le faire. Je vous dis juste, ne le filmez pas. Et maintenant, une vidéo apparaît où il fait cette déclaration. Imaginez à quel point il faut être incroyablement idiot pour se laisser filmer en train de dire aux autres de ne pas. Vous voyez comme Norman Finkelstein l'a justement qualifié, un abruti fantastique. Je suis tout à fait d'accord avec votre analyse des Européens. Leur complicité, en somme, qu'il n'y a pas eu de véritable changement fondamental. Mais je pense que si la préservation du monopole nucléaire était le seul facteur, alors logiquement, laisser les négociations se dérouler serait la meilleure option. Car Netanyahou sait aussi bien que quiconque que si l'accord est conclu, qu'il s'agisse du JCPOA ou de tout autre accord en négociation, cela signifie que l'Iran renonce à l'arme nucléaire. La seule chose qui me vient à l'esprit, c'est qu'il doit y avoir un élément lié au mouvement palestinien et à l'axe de la résistance, pour qu'Israël estime que démanteler l'Iran, pas seulement un changement de régime, mais même un éclatement de l'Iran, est absolument essentiel, ce qui s'inscrit dans le même esprit que Camp David. En gros, la dissociation du nationalisme, comme cela a été fait dans le cas de l'Égypte, puis de la Jordanie, et ainsi de suite. L'Iran est complexe, donc il faut le fragmenter. Et c'était mon analyse. C'est un point valable. Et pas mal d'analystes qui connaissent l'Iran bien mieux que moi ont suggéré que l'objectif d'Israël dépasse en fait le simple changement de régime et doit être identifié comme un effondrement de l'État. Donc je pense que vous soulevez là un point pertinent. Concernant les armes, je ne suggérais pas que c'était la seule motivation d'Israël. Je disais que c'en était une motivation principale. Et j'aurais peut-être dû préciser un peu que, du point de vue d'Israël, maintenir son monopole nucléaire, comme on l'a vu avec son attaque contre l'Irak en 1981 et contre la Syrie en 2007, ne signifie pas seulement empêcher qu'un autre État développe une arme nucléaire, même si c'était l'accusation portée contre l'Iran, mais aussi s'assurer qu'aucun autre État de la région n'ait la capacité de développer une arme nucléaire. Et nous l'avons clairement vu, par exemple, avec l'assassinat systématique de nombreux scientifiques en Irak après 2003. Et si j'ai raison sur ce point, je pense que cela complète bien ce que vous venez de dire sur la poursuite d'une politique d'effondrement de l'État en Iran. Nous allons en avoir une vertu à moi. Merci beaucoup. Cette conversation est utile. Merci infiniment. Thank you very much.
Bonjour, je m'appelle Ayushman. Avec Jyotishman, nous avons lancé cette plateforme. Depuis 2 ans, nous essayons de créer du contenu pour les forces de gauche et progressistes. Jusqu'à présent, nous avons interviewé des économistes, des historiens, des commentateurs politiques et des militants. Si vous avez apprécié notre contenu et souhaitez que nous construisions une archive pour la gauche, j'ai 2 demandes à vous faire. Merci d'envisager de faire un don à cette cause. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Si vous ne pouvez pas le faire, ne soyez pas triste. Vous pouvez toujours aimer nos vidéos et les partager avec vos camarades. Enfin, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Hit the subscribe button.